elle sort, ou c'est moi qui sors. Le cri a traversé le salon comme un coup de fouet. Tous les invités se sont tus, les enfants ont arrêté de jouer. Même la musique semblait s'être éteinte d'elle-même. Et moi, je me tenais là, sur le pas de la porte, mes valises encore à la main, après 12 heures d'avion. Je m'appelle Amandine Giroux. J'ai 68 ans. Et ce jour-là, le jour des 6 ans de mon petit-fils, j'ai compris qu'on peut voyager à l'autre bout du monde pour embrasser un enfant et repartir sans même avoir le droit de franchir le seuil. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, debout devant cette porte, face à Perrine, ma belle-fille, qui me fixait avec une rage froide, et face à Roland, mon fils unique, qui détournait les yeux comme un lâche. 3 semaines plus tôt, j'avais reçu un message de Roland. « Maman, Théo a 6 ans le 15. On organise une fête. Ce serait bien que tu viennes. » Mon cœur avait bondi. Cela faisait 8 mois que je ne les avais pas vus. 8 mois depuis que j'avais déménagé à La Réunion pour me reconstruire après la mort de mon mari, Jacques. 8 mois loin de Théo, loin de cette voix qui m'appelait mamie, avec tant de douceur. J'avais répondu immédiatement. Je serai là, je prends l'avion dès demain. J'ai hâte de le serrer dans mes bras. Silence pendant 2 jours. Puis, un message sec de Perrine, on verra. Mais moi, je n'avais rien vu. Je n'avais rien voulu voir. J'avais réservé mon billet, préparé mes valises, acheté ce petit train en bois ancien que j'avais fait graver chez un artisan. Pour Théo, de la part de mamie Amandine, je l'avais emballé avec soin, du papier bleu, sa couleur préférée. 12 heures d'avion, 12 heures à imaginer son sourire, 12 heures à répéter dans ma tête ce que j'allais lui dire. Mamie est là, mon cœur, je ne t'oublierai jamais, jamais. Quand le taxi m'a déposé devant leur maison, cette grande demeure bourgeoise aux volets blancs, avec son jardin impeccable et ses rosiers taillés au cordeau, j'ai pris une longue inspiration. Tout va bien se passer, Amandine. C'est l'anniversaire de ton petit-fils. Ils seront contents de te voir. J'ai sonné. J'ai entendu des pas, des voix, des rires d'enfants. La porte s'est ouverte. Et Perrine était là, le visage fermé, les bras croisés, les lèvres pincées. Amandine, qu'est-ce que tu fais là? J'ai cligné des yeux, déstabilisé. Comment ça? C'est l'anniversaire de Théo. Roland m'a invité. Je lui ai dit que je venais, On ne t'attendait pas. Mon sang s'est glacé. Mais Roland m'a écrit. Il m'a dit, Roland n'aurait pas dû. Elle n'a pas bougé. Elle bloquait l'entrée de tout son corps. Derrière elle, j'apercevais les ballons, les guirlandes, les enfants qui couraient. Théo, mon petit Théo, avec son t-shirt rouge et son sourire d'ange. Il ne m'avait pas vu. Perrine, s'il te plaît, laisse-moi juste lui donner son cadeau. Juste 5 minutes. Je repars après, Et c'est là qu'elle a crié. Elle a crié si fort que tout le salon s'est figé. Ou elle sort, ou c'est moi qui sors. Les invités nous regardaient, certains bouche ouverte, d'autres détournaient les yeux, gênés. Une petite fille a demandé « Maman, c'est qui la dame ?» Mon cœur s'est brisé. Et puis j'ai vu Roland, mon fils, mon unique enfant, 39 ans, un homme que j'avais porté, nourri, aimé de toute mon âme. Il se tenait au fond du salon, les mains dans les poches, le regard fuyant. « Roland ?» ai-je murmuré. Il a levé les yeux vers moi, puis vers Perrine, puis vers le sol. Et il a dit, d'une voix blanche, « Maman, va-t'en, je ne sais pas comment je suis partie. » Je crois que j'ai fait demi-tour, que j'ai marché dans la rue, les jambes tremblantes, que je me suis assise sur un banc, le train en bois serré contre moi. Il pleuvait, ou peut-être que c'était juste mes larmes. 12 heures pour venir, 5 minutes pour être chassé. 1 semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Roland. Sa voix tremblait. « Maman, il faut que je te parle. C'est urgent. J'ai un problème, un gros problème. J'ai besoin de 50 000 €, tout de suite. Sinon, je l'ai écouté en silence. Il parlait vite, trop vite. L'entreprise, les investissements, les dettes. Perrine ne sait rien. Personne ne sait. Je t'en supplie, maman. Tu es la seule qui peut m'aider. La seule. » Et moi, pendant qu'il parlait, je regardais le petit train en bois posé sur ma table de nuit. Celui que Théo n'avait jamais reçu. Quand Roland a fini de parler, j'ai pris une longue inspiration, et j'ai dit seulement 5 mots. 5 mots que je n'aurais jamais cru pouvoir prononcer un jour. Il y a eu un long silence. Puis, il a explosé. Il a crié, hurlé, comme jamais il ne l'avait fait. Et il a raccroché. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Vous savez, il y a des souvenirs qui restent intacts, malgré les années, malgré la trahison. Certaines images ne s'effacent jamais. Et ce soir, en regardant ce petit train en bois posé sur ma commode, je me souviens de tout. Roland est né un matin de mars, sous une pluie fine.
J'avais 29 ans. Jacques, mon mari, était à mes côtés. Il me tenait la main si fort que j'avais cru qu'il allait la broyer. Quand l'infirmière a posé Roland contre ma poitrine, j'ai pleuré. Pas de douleur, de joie, de ce genre de joie qui vous transperce et vous change à jamais. « C'est ton fils, Amandine », avait murmuré Jacques. « Regarde-le, c'est notre fils. » Et je l'avais regardé, ce petit visage fripé, ses yeux fermés, ses poings serrés. J'avais posé mes lèvres sur son front et j'avais murmuré « Je serai toujours là pour toi, toujours ». Nous habitions alors un petit appartement du 15e arrondissement. 2 pièces, une cuisine étroite, un balcon où je faisais sécher le linge, rien de luxueux. Mais c'était notre royaume. Le soir, Jacques rentrait du travail. Il était comptable dans une société d'import-export et il s'asseyait au salon pendant que je préparais le dîner. Roland jouait sur le tapis avec ses petites voitures. Il les alignait avec une précision maniaque. Une rouge, une bleue, une jaune. « Maman, regarde, elles vont à la gare. » Et moi, je souriais. Je souriais en épluchant les pommes de terre, en remuant la soupe, en dressant la table, parce que c'était notre vie. Simple, humble, vraie. Les dimanches, on allait au jardin du Luxembourg. Roland courait entre les arbres. Il ramassait des marrons, des feuilles mortes, des bouts de bois qu'il appelait des trésors. Jacques le soulevait sur ses épaules et Roland riait aux éclats. « Plus haut, papa, plus haut !» Et moi, je marchais derrière eux, les mains dans les poches de mon manteau, le cœur gonflé d'amour. Je me disais, c'est ça le bonheur, c'est exactement ça. Roland adorait les trains, depuis tout petit. Il pouvait passer des heures devant la fenêtre à regarder les wagons passer sur la ligne de chemin de fer, derrière notre immeuble. « Maman, tu crois qu'ils vont où les trains ?»« Partout, mon cœur. Ils vont partout. Même à la mer ?»« Même à la mer. » Il avait les yeux brillants. Et moi, je lui caressais les cheveux en pensant « Un jour, tu partiras. Tu prendras ton propre train. Et j'espère que tu te souviendras de ces moments. » Pour ses 7 ans, Jacques lui a offert un circuit électrique. Roland était fou de joie. Il l'a installé dans sa chambre, sur une planche en bois. Il passait ses après-midi à construire des ponts, des gares, des tunnels. Et moi, je restais assise sur le bord de son lit, à le regarder jouer. « Maman, tu veux conduire le train ?»« Oh non, mon chéri, c'est ton train. C'est à toi de le conduire. » Il souriait, ce sourire pur, innocent. Celui d'un enfant qui croit encore que le monde est bon, que les gens sont bons, que sa maman sera toujours là. Les années ont passé. Roland a grandi. Il a quitté ses petites voitures, puis son circuit électrique, puis sa chambre d'enfant. Il est entré au lycée, puis à l'université, puis dans la vie d'adulte. Jacques est tombé malade quand Roland avait 23 ans. Un cancer, silencieux, féroce. Il est parti en 6 mois. Roland était à mes côtés le jour de l'enterrement. Il me tenait le bras. Il ne pleurait pas. Il serrait juste ma main très fort. « On va s'en sortir, maman. Je te le promets. » Et j'avais hoché la tête, parce que je le croyais. Mais la vie a continué. Roland a trouvé un travail, puis un meilleur travail. Puis il a rencontré Perrine, une femme élégante, froide, ambitieuse. Elle venait d'une famille aisée du 16e. Elle avait fait Sciences Po. Elle parlait avec assurance, avec autorité. La première fois qu'elle est venue dîner à la maison, elle a regardé mon appartement avec un petit sourire en coin. C'est charmant, Amandine. Vraiment, très authentique. Jacques aurait su, il aurait senti. Mais Jacques n'était plus là. Et moi, je voulais juste que Roland soit heureux. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Un grand mariage. Château en Normandie. 200 invités. J'étais là, dans ma robe bleu marine, celle que j'avais achetée en solde chez Monoprix. À côté des tenues de couturier des invités de Perrine, je me sentais petite, invisible. Mais Roland m'a pris dans ses bras après la cérémonie. « Merci d'être là, maman. Merci pour tout. » Et j'avais souri, parce que c'était mon fils, mon unique enfant, et que je l'aimais plus que tout au monde. Puis Théo est né, mon petit-fils, mon cœur. La première fois que je l'ai tenu dans mes bras, j'ai pleuré, comme le jour de la naissance de Roland. « Bonjour, mon ange », avais-je murmuré. « Je suis ta mamie, et je t'aimerai toujours, toujours. » J'avais acheté un petit train en bois, un train ancien, magnifique, avec des wagons peints à la main. « Pour qu'il ait ce que son papa aimait », avais-je dit à Roland. Il avait souri. « Merci, maman. » Mais Perrine avait pris le train des mains de Roland. « C'est joli, on le rangera, pour plus tard. » Et elle l'avait mis dans un placard. Je n'ai jamais revu ce train. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Au début, c'était des petites choses, si petites qu'on pouvait les ignorer. Les ranger dans un coin de sa tête et se dire « ce n'est rien ». Tu imagines, tu es trop sensible. Mais les petites choses finissent toujours par se transformer en abîme. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, Théo avait 1 an. C'était un dimanche après-midi.
J'étais venue leur rendre visite avec un gâteau aux pommes, celui que Roland adorait quand il était petit. J'avais sonné, attendu. Perrine avait ouvert, vêtue d'un tailleur crème impeccable. « Amandine, tu aurais dû prévenir. Je pensais que vous seriez content de me voir. C'est dimanche, je me suis dit... On a des invités, Amandine. Des collègues de Roland. On organise un déjeuner professionnel. » J'ai regardé derrière elle. La table était dressée, belle, élégante, avec des fleurs blanches et de la vaisselle en porcelaine. « Oh, pardon, je ne savais pas. Je vais partir, Roland est apparu dans le couloir, en chemise blanche. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Ces mots. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Comme si j'étais une intruse. J'ai fait un gâteau. Pour toi, pour Théo. Mais je vois que ce n'est pas le moment. Perrine a pris le gâteau de mes mains. « Merci, Amandine. C'est gentil. On te rappelle, d'accord ?» Et elle a refermé la porte, doucement, mais fermement. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis dit « Ce n'est rien. Ils avaient des invités. C'est normal. » Mais quelque chose s'était fissuré. Quelque chose de si petit que je ne voulais pas le voir. Les semaines suivantes, j'ai commencé à appeler avant de venir, comme Perrine me l'avait demandé. Mais elle ne répondait presque jamais. Quand elle répondait, elle disait « Ce n'est pas le bon moment, Amandine. Théo fait sa sieste. » Ou « On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On te rappelle. » Mais elle ne rappelait jamais. Un soir, j'ai appelé Roland directement. « Mon chéri, ça fait 3 semaines que je ne vous ai pas vu. Je peux passer samedi ? J'aimerais voir Théo. Juste 1 heure. Juste. Maman, C'est compliqué en ce moment. Le travail, tu sais. Et Perrine organise beaucoup de choses pour Théo. Des activités, des cours. Elle a tout un planning. Un planning ? Mais il a 1 an, Roland. Je sais, maman. Mais c'est comme ça. Perrine veut qu'il ait toutes les chances. On t'appellera bientôt. Promis. Et il a raccroché. On t'appellera bientôt. Cette phrase est devenue une mélodie. Une mélodie qu'on me chantait pour m'endormir, pour me faire taire. Puis, il y a eu l'anniversaire de Théo. Ses 2 ans. J'avais acheté un cadeau. Un petit livre de contes illustrés que Roland adorait quand il était petit. Le Petit Prince. J'avais écrit à l'intérieur. Pour Théo. Avec tout l'amour de mamie Amandine. J'avais appelé Perrine 1 semaine avant. Perrine, c'est Amandine. J'aimerais venir pour l'anniversaire de Théo. Je peux apporter un gâteau ou on organise quelque chose de petit, Amandine. Juste nous et quelques amis proches. Mais je suis sa grand-mère. On t'enverra des photos. Elle a raccroché. Le jour de l'anniversaire, je suis restée chez moi, assise à ma table de cuisine, avec le livre emballé devant moi. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message, aucune photo, rien. À 20h, j'ai reçu un SMS de Roland. Théo a adoré sa fête. Merci d'avoir pensé à lui. J'ai relu ce message 10 fois. Merci d'avoir pensé à lui. Comme si c'était suffisant. Comme si penser suffisait. Jacques me manquait terriblement ce soir-là. S'il avait été là, il aurait su quoi faire. Il aurait appelé Roland. Il lui aurait parlé, fermement, avec amour, mais fermement. Mais Jacques n'était plus là. Et moi j'avais peur. Peur de perdre mon fils. Peur de perdre mon petit-fils. Alors je me suis tue. J'ai avalé ma douleur. Et j'ai continué à sourire. Quelques mois plus tard, Roland et Perrine ont acheté cette grande maison. Celle avec les volets blancs, le jardin parfait, les rosiers alignés. Ils avaient quitté leur appartement du 11e pour s'installer dans le 16e, le quartier de la famille de Perrine. « Maman, tu vas adorer », m'avait dit Roland au téléphone. « On a 3 chambres, un grand salon, un jardin pour Théo. C'est le rêve. C'est magnifique, mon chéri. Je suis fière de toi. On organisera une pendaison de crémaillère. Tu seras la première invitée, promis. Mais la pendaison de crémaillère n'a jamais eu lieu. Pas pour moi, en tout cas. Un jour, je suis passée devant leur nouvelle maison. Par hasard. Enfin, pas vraiment par hasard. J'avais pris le métro, puis le bus, puis j'avais marché. Juste pour voir où vivait mon petit-fils. La maison était belle, imposante. J'ai vu Perrine sur le balcon, au téléphone. Elle riait. Puis j'ai vu Théo dans le jardin. Il courait après un ballon. Mon cœur s'est serré. J'ai failli sonner. Mais j'ai eu peur. Peur de déranger. Peur d'entendre encore une fois « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors je suis repartie, comme une voleuse, comme une étrangère dans la vie de mon propre fils. Et puis, Jacques est mort. Enfin, non, Jacques était déjà mort depuis des années. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était vraiment parti. Parce que personne ne me protégeait plus. Personne ne prenait ma défense. J'étais seule, face à Perrine, face au silence de Roland, face à cette distance qui grandissait chaque jour un peu plus. Alors j'ai pris une décision. Une décision que beaucoup ne comprendraient pas. J'ai vendu mon appartement et je suis partie, loin, très loin, à La Réunion, pour respirer, pour guérir, pour ne plus attendre un appel qui ne venait jamais. Le jour de mon départ, j'ai appelé Roland. « Mon chéri,
Je voulais te dire, je déménage, je pars à La Réunion. J'ai besoin de changement. Il y a eu un silence. À La Réunion? Mais pourquoi si loin, maman? Parce que j'étouffe ici, Roland. Parce que je ne vous vois plus. Parce que... Maman, tu exagères. On est juste occupés, c'est tout. La vie, tu sais... Oui, la vie. J'ai raccroché avant de pleurer. Je suis partie un matin de septembre, avec mes valises, mes souvenirs, et ce vide immense dans la poitrine. Je pensais que la distance m'aiderait, que je souffrirais moins. Mais on ne guérit jamais vraiment de l'absence de ceux qu'on aime. On apprend juste à vivre avec. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Vous savez ce qu'on apprend quand on aime trop? On apprend à s'effacer, à se taire, à accepter des miettes en se disant que c'est mieux que rien. Et pendant 8 mois, c'est exactement ce que j'ai fait. À La Réunion, j'avais trouvé un petit appartement à Saint-Denis. Un studio avec vue sur la mer. Simple, lumineux. Le matin, je me réveillais avec le bruit des vagues, les mouettes, le vent chaud qui faisait voler les rideaux. C'était beau, mais c'était vide. Les premiers jours, j'ai essayé de me convaincre que j'avais fait le bon choix. Tu vas te reconstruire, Amandine. Tu vas vivre pour toi, respirer, être libre. Je me promenais sur la plage, je lisais, je buvais mon café sur le balcon. Mais à chaque instant, je pensais à Théo, à ses 3 ans maintenant, à sa voix que j'entendais de moins en moins, à Roland, qui ne m'appelait presque plus. Je lui envoyais des messages régulièrement. « Mon chéri, comment vas-tu? Comment va Théo ?» Il répondait parfois, brièvement. « Ça va, Théo grandit, tout va bien. » Jamais de photos, jamais de vidéos, jamais d'appels, juste des mots, courts, froids, comme des pierres qu'on jette dans un lac pour vérifier qu'il y a encore de l'eau. Pour Noël, j'avais envoyé un colis, des cadeaux pour Théo, un pull, des livres, un petit doudou en forme de baleine. Et pour Roland et Perrine, une carte. « Joyeux Noël, mes chéris. Vous me manquez terriblement. Je pense à vous chaque jour, avec tout mon amour, maman. » J'ai attendu 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Puis, enfin, un message de Roland. « Merci pour les cadeaux, maman. Théo les a aimés. » C'est tout. Pas de photo de Théo avec les cadeaux. Pas de « tu nous manques aussi ». Rien. Et moi, j'ai répondu « Je suis contente, mon chéri. Prenez soin de vous. » J'ai souri en tapant ces mots. Mais j'ai pleuré en appuyant sur « envoyer ». Un soir, j'ai appelé Roland. C'était l'anniversaire de Jacques. Il aurait eu 75 ans. Je voulais parler à quelqu'un. Partager ce poids, cette absence. « Allô, Roland, c'est maman. Je voulais juste te dire que... Maman, je suis en réunion. Je te rappelle. Attends, juste 1 minute. C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. Je me disais qu'on pourrait... Je sais, maman. Mais je ne peux pas maintenant. Je te rappelle. Promis. » Il a raccroché. Il n'a jamais rappelé. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Je me souviens d'un jour où j'étais assise sur mon balcon. Je regardais la mer, les bateaux, les touristes qui riaient sur la plage, et je me suis demandé pourquoi est-ce que je reste silencieuse? Pourquoi est-ce que je n'ose pas lui dire « Roland, tu me fais mal, tu m'oublies, tu me laisses mourir à petit feu ?» Mais je connaissais la réponse, parce que j'avais peur. Peur qu'il se fâche, peur qu'il arrête de répondre complètement. Peur de perdre le peu qu'il me restait de lui. Alors, je me suis tue. Encore. Toujours. En mars, Théo a eu 4 ans. J'avais acheté un cadeau magnifique. Un coffret de Playmobil représentant une gare avec un petit train rouge. Je l'avais emballé avec soin. J'avais écrit une carte pour mon Théo adoré. Joyeux anniversaire, mon cœur. Mamie t'aime plus que tout. Et j'avais envoyé le colis 3 semaines à l'avance, pour être sûre qu'il arrive à temps. Le jour de son anniversaire, j'ai attendu. J'ai attendu un message, un appel, une photo. Rien. Le lendemain, toujours rien. Le surlendemain, j'ai craqué. J'ai appelé Roland. « Allô? Roland, c'est maman. Est-ce que le colis est arrivé? Pour Théo? Ah oui, il est arrivé. Merci. Il a aimé le train? Oui, il a aimé. » Sa voix était distraite, lointaine. « Tu peux me passer, Théo? Juste 2 minutes. J'aimerais lui souhaiter un bon anniversaire. Il dort, maman. Une autre fois. Roland, il est 15 heures. Maman, je dois y aller. Merci pour le cadeau. Bisous. » Il a raccroché. J'ai pleuré ce jour-là, longtemps, assise sur mon canapé, avec vue sur cette mer magnifique qui ne suffisait plus à calmer ma douleur. Je me suis dit, peut-être que je devrais arrêter. Arrêter d'envoyer des cadeaux. Arrêter d'appeler. Arrêter d'exister pour eux. Mais je ne pouvais pas, parce que c'était mon fils, parce que c'était mon petit-fils, et qu'on n'arrête jamais d'aimer ses enfants, même quand ils vous oublient. Un soir, j'ai reçu un message de Perrine, le premier depuis des mois. « Amandine, nous organisons une fête pour Théo samedi.
Rien de formel. Juste quelques amis. Si tu veux envoyer un mot par SMS pour lui, Roland lui lira. J'ai relu ce message 10 fois. Si tu veux envoyer un mot par SMS, pas « viens », pas « on aimerait te voir ». Juste, envoie un message qu'on lira peut-être à ton petit-fils. J'ai répondu « Merci Perrine. Passe une belle journée avec Théo. Je pense très fort à vous. » Je n'ai pas envoyé de mots pour Théo, parce que j'avais compris. J'avais compris que je n'étais plus qu'un fantôme, une présence gênante qu'on tolère de loin. Les semaines suivantes, j'ai continué ma vie ici, à La Réunion. J'ai pris des cours de yoga, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai essayé de me faire des amis. Mais le soir, en rentrant chez moi, je regardais toujours mon téléphone, en espérant un message, une photo, une preuve que j'existais encore dans leur vie. Et puis, un jour, j'ai reçu ce message de Roland. « Maman, Théo a 6 ans le 15. On organise une fête. Ce serait bien que tu viennes. » Mon cœur a bondi. Ce serait bien que tu viennes. Après des mois de silence, après des mois d'absence, après des mois à être traitée comme une étrangère, il m'invitait. J'aurais dû réfléchir. J'aurais dû poser des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Est-ce vraiment Roland qui veut que je vienne, ou est-ce juste une politesse? Mais je n'ai rien demandé, parce que j'avais trop envie d'y croire, trop envie de serrer Théo dans mes bras, trop envie de voir mon fils. Alors j'ai répondu, je serai là, je prends l'avion dès demain. J'ai hâte de le serrer dans mes bras. J'ai réservé mon billet. J'ai préparé mes valises. J'ai acheté ce petit train en bois ancien que j'ai fait graver chez un artisan de Saint-Pierre, pour Théo, de la part de mamie Amandine. Je l'ai emballé dans du papier bleu, sa couleur préférée. Enfin, je l'espérais, parce que je ne le connaissais plus vraiment, mon petit Théo. 12 heures d'avion, 12 heures à imaginer son sourire, 12 heures à me dire, cette fois, ce sera différent, cette fois, on va se retrouver. Mais je me trompais, tellement. Quand on souffre trop, le cerveau se protège. Il efface, il brouille, il transforme la douleur en brouillard. Et c'est pour ça que je ne me souviens presque de rien entre le moment où Roland m'a dit « va-t'en » et le moment où je me suis retrouvée dans un hôtel près de l'aéroport. Une chambre froide, un lit trop grand, une fenêtre qui donnait sur un parking. J'ai posé mes valises par terre. Je me suis assise sur le bord du lit. Et là, j'ai regardé le petit train en bois que je tenais encore dans mes mains. Pour Théo, de la part de mamie Amandine. Je l'ai serré contre ma poitrine. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Jacques. Mon téléphone a vibré. Un message de Roland. « Désolée maman, ce n'était pas le bon moment. On se rappelle bientôt. » J'ai relu ce message. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Désolée, ce n'était pas le bon moment. Comme si c'était juste une question de timing. Comme si j'avais sonné au mauvais moment. À la mauvaise heure, le mauvais jour. Pas comme si ma belle-fille avait crié devant tout le monde. Pas comme si mon fils m'avait chassée comme une mendiante. On se rappelle bientôt. J'ai voulu répondre. J'ai tapé 10 messages différents. Mais je les ai tous effacés. Et finalement, j'ai écrit juste « D'accord mon chéri ». Parce que c'était plus simple. Parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux ouverts, à écouter les voitures sur le périphérique. Et j'ai repensé à tout. À tous les signes. À toutes les fois où j'aurais dû comprendre. Le premier signe, c'était il y a 3 ans, quand Théo avait 3 ans. J'étais encore à Paris, avant mon départ pour La Réunion. J'avais appelé Roland pour lui proposer de garder Théo un après-midi. « Maman, c'est gentil, mais Perrine préfère qu'il reste avec la nounou. »« La nounou? Mais je suis sa grand-mère. Je sais, maman. Mais Perrine a des principes éducatifs. Elle veut que Théo ait une routine stable. Tu comprends? » Non, je ne comprenais pas. Mais j'avais dit oui. Le deuxième signe, c'était lors d'un déjeuner de famille, un dimanche chez eux, dans leur ancien appartement. Perrine avait tout préparé, une table magnifique, des plats élaborés. Pendant le repas, Théo avait renversé son verre de jus d'orange. J'avais ri. Ce n'est pas grave, mon cœur. Les accidents arrivent. Perrine m'avait regardé froidement. Amandine, je gère. Merci. Elle avait pris Théo par le bras, fermement. Théo, tu fais attention. On ne renverse pas les choses. Théo avait baissé les yeux. Pardon, maman. Et moi, j'avais vu quelque chose dans son regard. De la peur, pas de la tristesse, de la peur. Mais je m'étais dit, tu exagères, Amandine. Perrine est juste stricte, c'est normal. Le troisième signe, c'était un jour où j'avais trouvé Roland seul dans la cuisine. Perrine était sortie faire des courses. Théo dormait. J'avais demandé doucement, Roland, est-ce que tout va bien? Il avait relevé la tête, surpris. Oui, maman. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu as l'air fatigué. Il avait souri. Mais c'était un sourire triste. C'est le travail, l'entreprise. Tu sais comment c'est? Et avec Perrine, ça va? Il avait hésité, juste 1 seconde. Mais j'avais vu cette hésitation. Oui,
Oui, ça va. Puis Perrine était rentrée. Et Roland avait changé d'attitude, tout de suite. Il s'était redressé. Il avait souri différemment, comme un acteur qui reprend son rôle. Mais le signe le plus clair, celui que j'aurais dû voir, c'était 2 ans plus tôt. J'étais venu pour l'anniversaire de Roland. Ses 37 ans. J'avais apporté un gâteau au chocolat, son préféré. Perrine l'avait regardé avec dédain. Un gâteau au chocolat? Roland fait attention à sa ligne maintenant. Amandine. Oh, je ne savais pas. Pardon. Roland n'avait rien dit. Il avait juste souri poliment. Et plus tard, en partant, j'avais entendu Perrine dire à Roland dans le couloir « Il faut que tu lui parles. Elle ne comprend pas les limites. » Et Roland avait répondu, tout bas « Je sais, je vais le faire. » Mais il ne l'avait jamais fait, parce qu'il n'osait pas, parce qu'il avait peur d'elle aussi. Allongé dans cette chambre d'hôtel, j'ai compris. J'ai enfin compris. Ce n'était pas moi le problème. Ce n'était pas mon comportement, mes cadeaux, mes appels. C'était Perrine. Perrine qui voulait tout contrôler. La vie de Roland, la vie de Théo, et qui ne supportait pas qu'il existe une autre femme dans leur univers. Une femme qui connaissait Roland avant elle. Une femme qui l'avait aimé avant elle. Une femme qui avait un lien que personne ne pourrait jamais briser. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Roland. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé. Pas de réponse. J'ai envoyé un message. « Roland, il faut qu'on parle. S'il te plaît, appelle-moi. » Rien. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé Perrine, directement. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Amandine. Sa voix était glaciale. « Perrine, je voudrais comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment savoir, Amandine? Oui, s'il te plaît. Dis-moi. » Il y a eu un silence, puis elle a parlé. Et ce qu'elle m'a dit m'a coupé le souffle. Roland n'a pas besoin de toi. Théo non plus. Ils ont une vie maintenant. Une vraie vie. Avec moi. Et toi, tu représentes son passé. Un passé médiocre. Un passé qu'on veut oublier. J'ai senti mes jambes trembler. Comment tu peux dire ça? Parce que c'est la vérité. Roland ne te le dira jamais. Il est trop gentil. Trop faible. Mais moi, je te le dis. Arrête de t'accrocher. Arrête de nous harceler. Laisse-nous vivre. Je ne vous harcèle pas. Je suis sa mère. Tu étais sa mère. Maintenant, c'est moi qui décide ce qui est bon pour lui. Et tu n'en fais pas partie. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone contre mon oreille, à écouter la tonalité. Et j'ai su que je venais de perdre mon fils. Pas parce qu'il ne m'aimait plus, mais parce qu'il n'avait pas le courage de me défendre. J'ai pris mon vol le soir même. Retour à La Réunion. 12 heures dans un avion, le petit train en bois serré dans mon sac. Et pendant tout le trajet, je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé par le hublot. Et je me suis demandé, à quel moment est-ce que j'ai perdu mon enfant? À quel moment est-ce qu'il a arrêté d'être mon fils pour devenir le mari de Perrine? 1 semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Roland. Sa voix tremblait. « Maman, il faut que je te parle. C'est urgent. J'ai un gros problème. J'ai besoin de 50 000 €. Tout de suite. Sinon Et là, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu envie de dire oui. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris qu'il fallait que ça s'arrête. « Maman, il faut que je te parle. C'est urgent. » La voix de Roland tremblait. Ce n'était pas le tremblement de la peur, c'était celui du désespoir. Je l'avais entendu une seule fois dans ma vie, cette voix-là, quand il avait 12 ans et qu'il s'était perdu dans le métro, quand il m'avait appelé, paniqué, en pleurant, « Maman, je ne sais pas où je suis, viens me chercher. » Et j'étais venue. J'avais toujours été là. Mais cette fois, assise sur mon balcon à La Réunion, avec le petit train en bois posé sur la table devant moi, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. « Maman, tu es là? » « Oui, Roland, je suis là. Il faut que je te parle de quelque chose, mais tu ne peux en parler à personne, surtout pas à Perrine. » Mon cœur s'est serré, surtout pas à Perrine. Même dans le désespoir, elle était là, elle était partout. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Il a pris une longue inspiration, et puis il s'est lancé. J'ai fait une erreur, une grosse erreur. Il y a 2 ans, j'ai monté une société avec un associé, une start-up dans le conseil financier. On pensait que ça allait marcher. On avait des clients, des projets, tout semblait... Sa voix s'est brisée. Mais ça n'a pas marché. Les clients sont partis. L'associé m'a trahi. Il a pris l'argent et il est parti. Et maintenant, je me retrouve avec des dettes. Énormes. Combien? Ai-je demandé doucement. 120 000 €. J'ai fermé les yeux. 120 000 €. Et les créanciers me menacent. Ils veulent leur argent. Si je ne paie pas dans les 15 jours, ils vont saisir la maison. Tout. On va tout perdre, maman. Perrine le sait? Il y a eu un long silence. Non. Comment ça, non? Roland, vous êtes marié, vous avez un enfant. Comment est-ce que... Elle ne doit pas savoir, a-t-il coupé, la voix soudain dure. Si elle l'apprend,
Elle va me quitter. Elle va partir avec Théo. Je la connais. Elle ne supportera pas. Il s'est mis à pleurer. Mon fils, mon grand garçon, pleurait comme un enfant. Roland, maman, je t'en supplie, aide-moi. J'ai besoin de 50 000 €. Juste 50 000. Pour calmer les créanciers principaux, pour gagner du temps, et ensuite, je trouverai une solution. Je te promets, je te rembourserai tout. Mais là, maintenant, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. 50 000 €. J'ai regardé la mer par la fenêtre, les vagues qui se brisaient sur les rochers, les bateaux au loin, et j'ai pensé à l'appartement que j'avais vendu à Paris, celui où Roland avait grandi, celui où Jacques et moi avions vécu pendant 30 ans. Je l'avais vendu pour acheter ce petit studio à La Réunion, et il me restait de l'argent. Oui, 75 000 € sur mon compte épargne, mes économies de toute une vie, mon filet de sécurité, mon seul capital pour mes vieux jours. Maman, tu es toujours là? Oui, Roland, je suis là. Alors, tu peux m'aider? J'ai fermé les yeux, et j'ai posé la question que j'aurais dû poser depuis longtemps. Roland, pourquoi tu ne demandes pas à Perrine? Je te l'ai dit, elle ne peut pas savoir. Non, je veux dire, pourquoi tu ne demandes pas de l'argent à sa famille? Ils sont riches, ils ont une grande maison, des relations, ils pourraient... Non, s'est-il écrié. Jamais, jamais je ne demanderai quoi que ce soit aux parents de Perrine. Tu ne comprends pas? Ils me regardent déjà de haut. Ils pensent déjà que je ne suis pas assez bien pour elle. Si je leur demande de l'argent, Il s'est tu, et j'ai compris. J'ai compris que depuis le début, Roland se battait contre une image. L'image du fils de la petite comptable et du comptable. L'image du garçon du 15e qui avait épousé une fille du 16e. L'image de celui qui n'était jamais assez. Maman, s'il te plaît, je ne te demande jamais rien. Jamais. Mais là, j'ai besoin de toi. C'est ma vie qui est en jeu. Ma famille. Mon fils, pas ton petit-fils, mon fils. Comme si Théo n'était plus le mien, comme si je n'avais plus aucun droit. J'ai pris une longue inspiration. Roland, je vais te poser une question, et je veux que tu me répondes honnêtement. Oui, tout ce que tu veux. La semaine dernière, quand je suis venue pour l'anniversaire de Théo, tu m'avais vraiment invité? Silence. Maman, ce n'est pas le moment de... Réponds-moi, Roland. Tu m'avais vraiment invité? Il a soupiré. C'était compliqué. Compliqué, comment? Perrine ne voulait pas que tu viennes. Mais moi, je me sentais coupable. On ne t'avait pas vu depuis des mois. Alors, je t'ai envoyé le message. Mais je n'ai pas dit à Perrine que tu avais confirmé. Je pensais que si tu venais, elle serait obligée d'accepter. Que tout se passerait bien. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Tu as joué avec moi, Roland. Non, maman. Tu m'as fait traverser la moitié du monde. 12 heures d'avion. Pour me faire humilier devant tout le monde. Devant des inconnus, devant ton propre fils. Maman, je suis désolée, vraiment. Mais là, ce n'est pas le moment. On parlera de ça plus tard. Là, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai regardé le petit train en bois. Ce train que Théo n'avait jamais reçu. Ce train que j'avais serré contre moi pendant des heures dans l'avion. Ce train qui était devenu le symbole de tout ce que j'avais voulu donner et qu'on avait refusé. Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie, 50 000 €, c'est tout ce que je te demande. Après, je te jure, je ne te demanderai plus jamais rien. Je ne te demanderai plus jamais rien. Cette phrase aurait dû me rassurer, mais elle m'a brisée, parce qu'elle voulait dire « Après, tu ne me serviras plus à rien. » Roland, dis-moi une chose. Si je te donne cet argent, est-ce que je pourrais voir Théo? Il y a eu un silence, un long silence. Bien sûr, maman, bien sûr que tu pourras le voir. Quand? Quand les choses se seront calmées, quand j'aurai réglé tout ça. On organisera quelque chose, promis. Quand les choses se seront calmées, on organisera quelque chose, promis. Des mots, juste des mots, des promesses vides, comme toutes celles qu'il m'avait faites depuis 3 ans. Et Perrine, elle sera d'accord? Je lui parlerai, je trouverai un moyen. Mais maman, là, l'urgent, c'est l'argent. S'il te plaît, je t'en supplie. Il pleurait à nouveau. Et moi, j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de profond, quelque chose que je ne pourrais jamais réparer. J'ai pensé à Jacques. S'il avait été là, qu'aurait-il dit? Jacques, qui était si droit, si juste, si ferme. Jacques, qui m'avait appris qu'aimer, ce n'est pas tout accepter. Que parfois, dire non, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner. Maman, tu vas m'aider? J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces cadeaux refusés, à tous ces appels ignorés, à tous ces moments où j'avais été effacée, humiliée, rejetée, à cette porte claquée au nez le jour de l'anniversaire de Théo, à cette phrase de Perrine au téléphone « Tu représentes son passé, un passé médiocre ». Et j'ai pensé à moi, à cette femme de 68 ans qui avait tout donné, son temps,
son énergie, son amour, et qui n'avait jamais rien demandé en retour, sauf une chose, être reconnu, être respecté, être aimé. Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Tu vas m'aider, oui ou non? Et là, pour la première fois de ma vie de mère, j'ai dit non. Enfin, pas exactement. J'ai dit 5 mots. 5 mots que je n'aurais jamais cru pouvoir prononcer. 5 mots qui ont tout changé. Roland, écoute-moi bien. Ma voix était calme, posée, ferme. Je ne te donnerai pas cet argent. Quoi? Maman, Laisse-moi finir. Je ne te donnerai pas cet argent. Parce que ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin. C'est de courage. Du courage de dire la vérité à ta femme. Du courage d'affronter tes erreurs. Du courage de devenir un homme. Maman, tu ne comprends pas. Si tu ne paies pas, vous allez tout perdre. Je sais. Mais tu sais ce que tu as déjà perdu, Roland? Il s'est tu. Tu as perdu ta mère. Tu as perdu ton intégrité. Tu as perdu le respect de toi-même. Et tu es en train de perdre ton fils. Parce que Théo grandit dans une maison où on humilie sa grand-mère, où on ment, où on manipule. Maman, arrête. Non, Roland. C'est toi qui vas arrêter. Arrêter de fuir. Arrêter de mentir. Arrêter de te cacher derrière Perrine. Ma voix tremblait maintenant. Mais je continuais. Tu m'as fait traverser 12 heures d'avion pour me chasser comme une mendiante. Tu m'as ignoré pendant des mois. Tu m'as traité comme si je n'existais pas. Et maintenant, tu veux mon argent? Je suis désolée, maman. Vraiment. Mais là, c'est urgent. On parlera de tout ça après. Mais s'il te plaît, aide-moi. Pour Théo. Fais-le pour ton petit-fils. Pour Théo. Il osait utiliser Théo comme monnaie d'échange. J'ai pris une longue, très longue inspiration. J'ai regardé le ciel, la mer, les oiseaux. Et j'ai dit les 5 mots. Les 5 mots qui allaient tout changer. Va récolter ce que tu as semé. Silence. Un silence de mort. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as très bien entendu, Roland. Va récolter ce que tu as semé. Tu veux de l'argent? Va le demander à Perrine. Va le demander à ses parents. Va le demander à tous ces gens que tu as préférés à ta propre mère. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas... Je peux, Roland. Et je le fais. Ma voix était ferme maintenant, froide. Une voix que je ne me connaissais pas. Pendant des années, j'ai tout accepté. Tous les rejets, toutes les humiliations. Parce que je t'aimais. Parce que j'espérais qu'un jour, tu ouvrirais les yeux. Que tu me défendrais. Que tu redeviendrais mon fils. Mais je suis ton fils. Non, Roland. Tu es le mari de Perrine. Tu es ce qu'elle veut que tu sois. Mais tu n'es plus mon fils. Parce qu'un fils ne traite pas sa mère comme tu m'as traité. Il a explosé. Tu es égoïste et cruel. J'ai besoin de toi et tu me tournes le dos. C'est ça, être une mère? C'est ça, l'amour? L'amour, Roland, ce n'est pas tout accepter. L'amour, c'est aussi savoir dire non. C'est aussi avoir le courage de laisser l'autre affronter les conséquences de ses choix. Mes choix? Quels choix? J'ai juste essayé de construire quelque chose. Tu as essayé de plaire à Perrine. Tu as essayé de prouver que tu étais digne d'elle. Et pour ça, tu as sacrifié ta mère. Tu as sacrifié ton fils. Tu as sacrifié qui tu étais vraiment. Tu ne sais rien, a-t-il hurlé. Tu ne sais rien de ma vie. Tu es parti à l'autre bout du monde et tu oses me juger? Je suis parti parce que tu m'as laissé partir, Roland, parce que tu ne m'as jamais retenu. Pas une seule fois. Il pleurait maintenant. Il pleurait et criait en même temps. Je te déteste. Tu entends? Je te déteste. Et il a raccroché. J'ai posé mon téléphone sur la table. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai regardé le petit train en bois et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ce petit garçon qui jouait avec des trains sur le tapis du salon. J'ai pleuré pour cet homme qu'il était devenu. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été et pour celle que je venais de devenir. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Quelque chose de léger, de libérateur. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. Pour la première fois depuis des années, je m'étais choisi. Et même si ça faisait mal, même si mon cœur saignait, je savais que c'était juste. Parce qu'aimer, ce n'est pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Aimer, c'est aussi se respecter soi-même. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur mon balcon pendant des heures. Le soleil s'est couché, les lumières de Saint-Denis se sont allumées une à une. Et moi, je n'ai pas bougé. Je tenais toujours le petit train en bois dans mes mains. Mes doigts caressaient les wagons gravés. Pour Théo, de la part de mamie Amandine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir à me demander si j'avais fait le bon choix, si j'étais une mauvaise mère, si j'aurais dû dire oui, si j'aurais dû tout donner, encore une fois, comme je l'avais toujours fait. Mais chaque fois que le doute m'envahissait, je repensais à cette phrase de Perrine. Tu représentes son passé,
un passé médiocre. Et je repensais à Roland qui m'avait dit « Maman, va-t'en », devant tout le monde, devant son fils, devant des inconnus. Non, je n'avais pas tort. Pour la première fois de ma vie, j'avais eu raison de dire non. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. 6 heures du matin. C'était Roland. J'ai regardé l'écran vibrer sur ma table de nuit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas décroché. Puis les messages ont commencé à arriver. « Maman, décroche. Il faut qu'on parle. Maman, s'il te plaît. Je suis désolée pour hier. J'étais sous pression. Mais j'ai vraiment besoin de toi. Maman, réponds-moi. Maman, tu ne peux pas me faire ça. J'ai lu chaque message, mais je n'ai pas répondu. À midi, un nouveau message est arrivé. Mais cette fois, ce n'était pas de Roland. C'était de Perrine. Amandine, il faut qu'on parle. Appelle-moi. Mon cœur s'est serré. Perrine, celle qui m'avait humiliée, celle qui m'avait chassée, celle qui m'avait dit que j'étais un passé médiocre à oublier. Et maintenant, elle voulait me parler. J'ai hésité, longtemps. Puis, finalement, j'ai appelé. Elle a décroché immédiatement. Amandine, sa voix était froide, contrôlée. « Bonjour Perrine. Je vais aller droit au but. Roland m'a tout raconté. Mon sang s'est glacé. » « Tout ? Oui, les dettes, l'entreprise, tout. Il a fini par craquer hier soir. Il a pleuré comme un enfant. Il m'a tout avoué. J'ai fermé les yeux. Pauvre Roland. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Ai-je demandé doucement. Ce n'est pas ta question à poser, a-t-elle répliqué sèchement. Moi, ma question c'est « Pourquoi tu ne l'aides pas ?» J'ai pris une longue inspiration. Parce que ce n'est pas mon rôle, Perrine. Pas ton rôle, c'est ton fils. Justement, c'est mon fils, pas mon enfant. C'est un homme de 39 ans, un homme marié, un père, et il doit assumer ses choix. Ses choix, a-t-elle ricané. Tu parles de quoi exactement ? Je parle du fait qu'il a menti, qu'il a caché des dettes énormes, qu'il a pris des décisions sans en parler à sa femme. Et maintenant, il veut que je le sauve. Mais je ne le ferai pas. Tu es égoïste. Non, Perrine, je suis juste fatiguée. Il y a eu un silence. Puis elle a repris, d'une voix plus basse, presque suppliante. Amandine, écoute-moi. Si tu nous donnes cet argent, je ferai des efforts. Je te laisserai voir Théo plus souvent. On organisera des choses. Des déjeuners, des vacances. Tu pourras... Arrête. Quoi ? Arrête de marchander, Perrine. Arrête de me faire croire que tu vas changer. Tu ne changeras pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais respecté. Et tu ne le feras jamais. Amandine, Et tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça ? C'est que Roland le sait. Il sait que tu me méprises. Il sait que tu me traites mal. Mais il ne fait rien. Il te laisse faire. Parce qu'il a peur de te perdre. Perrine a ri. Un rire froid, amer. Tu as raison. Il a peur de me perdre. Parce qu'il sait que sans moi, il n'est rien. Que sans ma famille, il n'aurait jamais eu cette vie, cette maison, ces opportunités. Tu vois, Perrine, tu viens de dire exactement ce que je pense depuis des années. Roland n'est pas ton mari. Il est ton projet, ta création. Et moi, je représente ce qu'il était avant toi. Ce petit garçon du 15e qui jouait avec des trains en bois. Exactement, a-t-elle dit froidement. Et c'est pour ça qu'il faut que tu disparaisses. Définitivement. Mon cœur a bondi. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu as très bien entendu. Si tu ne nous donnes pas cet argent, tu ne reverras plus jamais Roland, ni Théo. Jamais. Je m'en assurerai. J'ai senti mes mains trembler. Tu ne peux pas faire ça. Oh si, je peux. Roland fera ce que je lui dirai. Il le fait toujours. Et si je lui dis de couper les ponts avec toi, il le fera. Mais Théo, c'est mon petit-fils. J'ai le droit de... Tu n'as aucun droit, Amandine. Aucun. Théo a 2 parents. Et ces 2 parents décident de qui il voit ou ne voit pas. Et moi, je décide que tu n'es pas une bonne influence pour lui. Une bonne influence ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que... Tu es faible, tu es envahissante, tu es du passé. Et je ne veux pas que mon fils grandisse en pensant qu'on peut tout accepter, qu'on peut se laisser marcher dessus, comme tu l'as fait toute ta vie. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. Mais cette fois, je ne me suis pas effondrée. Cette fois, j'ai tenu bon. Tu as raison, Perrine. Quoi ? Tu as raison. Je me suis laissé marcher dessus, pendant des années, par toi, par Roland, par tout le monde, parce que j'avais peur de perdre mon fils, peur de perdre mon petit-fils. Mais tu sais quoi ? Je les ai déjà perdus, depuis longtemps. Alors maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Amandine, non, c'est moi qui parle maintenant. Tu peux dire à Roland que je ne lui donnerai pas un centime, pas un seul. Et tu peux lui dire aussi que s'il veut me revoir un jour, ce sera à lui de faire le premier pas, à lui de venir me demander pardon, à lui de me prouver qu'il est encore mon fils. Il ne viendra jamais. Peut-être, mais au moins, je mourrai avec ma dignité. Et j'ai raccroché. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais en espérant un message, un appel, une tentative de Roland pour me dire
Maman, tu as raison. Pardon. Mais rien n'est venu. Une semaine après notre conversation, j'ai reçu un mail. De Roland. Un mail froid, distant, rédigé comme une lettre administrative. Maman, j'ai pris le temps de réfléchir à notre dernière conversation. Je pense qu'il est préférable que nous prenions nos distances pendant un moment. Théo est en pleine croissance et a besoin de stabilité. Perrine et moi pensons qu'il vaut mieux éviter les situations conflictuelles. Je te recontacterai quand le moment sera venu. Roland. J'ai relu ce mail 10 fois, 20 fois, 100 fois. Quand le moment sera venu. Quel moment? Dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Quand Théo serait adulte et ne se souviendrait même plus de moi? J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Même à la mort de Jacques, je n'avais pas pleuré comme ça. Parce que perdre son mari, c'est perdre son passé. Mais perdre son fils, c'est perdre son avenir. Les semaines ont passé. Puis, les mois. Je vivais ma vie à La Réunion. Je travaillais dans une petite librairie du centre-ville. Je lisais, je marchais, je regardais la mer. Mais chaque jour, je pensais à Théo, à ses 6 ans maintenant, à ses 7 ans bientôt, à tous ses anniversaires que je raterais, à toutes ces étapes de sa vie que je ne verrais pas. Un soir, j'ai pris le petit train en bois. Je l'ai regardé longuement et j'ai pensé, ce train, c'était pour Théo. Mais maintenant, c'est pour moi. C'est le symbole de tout ce que j'ai voulu donner et qu'on a refusé. Mais c'est aussi le symbole de ma liberté, de ma dignité retrouvée. J'ai posé le train sur une étagère, bien en évidence. Et chaque fois que je le regardais, je me rappelais, tu as fait le bon choix, Amandine. Tu t'es choisie. Et c'est la plus belle chose que tu aies jamais faite. Mais parfois, la nuit, je me réveillais en sursaut. Et je me demandais, et si Roland avait vraiment tout perdu? Et si les créanciers avaient saisi la maison? Et si Théo se retrouvait dans la rue? Mais je chassais ces pensées, parce que ce n'était plus mon problème. Roland était un adulte. Il devait affronter les conséquences de ses choix, comme nous tous. 6 mois ont passé. Pas un message, pas un appel, rien. C'était comme si j'étais morte pour eux, comme si je n'avais jamais existé. Puis un jour, en novembre, j'ai reçu un appel. D'un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose me poussait à décrocher. Allô? Madame Giroux? Amandine Giroux? Oui, c'est moi. Bonjour madame. Je m'appelle Maître Lefebvre. Je suis avocat à Paris. Je vous appelle au sujet de votre fils, Roland Giroux. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien? Il va bien physiquement, madame. Mais je vous appelle parce qu'il y a eu des développements dans sa situation financière et familiale. Des développements? Oui. Madame, est-ce que vous pourriez vous asseoir? Ce que j'ai à vous dire risque d'être difficile à entendre. Je me suis assise. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Je vous écoute. Votre fils a perdu sa maison, madame. Les créanciers l'ont saisi il y a 3 semaines. Lui, sa femme et son fils ont dû quitter les lieux. Ils vivent actuellement chez les parents de madame Perrine, dans le 16e arrondissement. J'ai fermé les yeux. Ils ont tout perdu. Mais ce n'est pas tout, madame. Il y a autre chose? Oui, il y a 1 semaine, madame Perrine a demandé le divorce. Elle a également demandé la garde exclusive de l'enfant, Théo. Elle invoque l'instabilité financière et psychologique de votre fils. J'ai senti mes jambes se dérober. Le divorce? Oui, madame. Apparemment, madame Perrine ne lui a jamais pardonné de lui avoir caché l'ampleur de ses dettes. Elle considère que votre fils l'a trahi. Et elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Et Roland, comment il va? L'avocat a soupiré. Pas bien, madame. Pas bien du tout. Il est effondré. Il a perdu son travail, sa maison, sa femme. Et maintenant, il risque de perdre son fils. Mon Dieu, madame Giroux, votre fils m'a donné votre numéro. Il voudrait vous parler, mais il n'ose pas vous appeler. Il a trop honte. J'ai senti les larmes monter. Il a trop honte. Mon fils, mon petit garçon. Celui qui jouait avec des trains en bois sur le tapis du salon, celui qui riait aux éclats quand son père le portait sur ses épaules, celui qui avait un jour murmuré « Maman, tu seras toujours là pour moi, hein? Madame Giroux, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Souhaitez-vous que je transmette un message à votre fils? » J'ai regardé le petit train en bois sur l'étagère. J'ai pensé à tout ce que j'avais vécu, à toutes ces humiliations, à toutes ces douleurs, à cette dignité que j'avais mis tant de temps à retrouver. Et j'ai dit, dites-lui que je suis là, que je serai toujours là, mais pas comme avant, plus comme avant. Dites-lui que s'il veut me parler, il doit m'appeler lui-même, pas à travers un avocat, pas à travers un message, lui, directement. Et il doit me dire la vérité, toute la vérité, sans mensonge, sans manipulation. Je lui transmettrai, madame. Et dites-lui aussi que je l'aime, que je l'aimerai toujours, mais que l'amour ne suffit pas, qu'il faut aussi du respect et de la dignité. Très bien, madame.
Je lui dirai. J'ai raccroché. Et je suis restée assise, le regard perdu dans le vide. Roland avait tout perdu. Exactement comme je l'avais prédit. La maison, Perrine, Théo, tout. Et moi j'avais perdu mon fils. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Ma dignité, mon respect de moi-même, ma liberté. Et je savais qu'un jour, peut-être, Roland comprendrait. Qu'un jour, peut-être, il reviendrait. Pas pour me demander de l'argent, pas pour me demander de le sauver, mais pour me demander pardon. Et ce jour-là, je serai prête. Prête à l'écouter, prête à lui tendre la main, prête à recommencer, mais différemment. Avec respect, avec dignité, avec amour véritable. Parce que parfois, perdre tout est le seul moyen de tout retrouver. 3 jours après l'appel de l'avocat, mon téléphone a sonné. C'était un dimanche matin. Le soleil se levait doucement sur l'océan. J'étais sur mon balcon, avec une tasse de café entre les mains. Et quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, Roland, mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé le téléphone vibrer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ma main tremblait. « Décroche, Amandine, décroche. » Mais une autre voix me disait « Laisse-le attendre, comme il t'a fait attendre pendant des mois. » Mais je ne suis pas comme lui. Je ne l'ai jamais été. Alors j'ai décroché. « Allô ?» Il y a eu un long silence. Puis j'ai entendu sa voix, brisée, éteinte, à peine reconnaissable. « Maman », ce mot, ce simple mot. Après 6 mois de silence, après 6 mois d'absence. « Maman. »« Bonjour, Roland. » Ma voix était calme, posée, pas froide, pas dure, juste calme. « Maman, je ne sais pas par où commencer. » « Commence par le début, mon chéri. » Il a pris une longue inspiration tremblante. « Je suis désolée. »« De quoi es-tu désolé, Roland ? » ?»« De tout. De tout ce que je t'ai fait, de tout ce que je t'ai dit, de tout ce que je ne t'ai pas dit. » Sa voix s'est brisée. « Je suis désolée de t'avoir chassé le jour de l'anniversaire de Théo. Je suis désolée de t'avoir ignoré pendant des mois. Je suis désolée de ne t'avoir appelé que quand j'avais besoin d'argent. Je suis désolée d'avoir été un fils indigne. » J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais je ne disais rien. Parce que j'avais attendu ces mots pendant si longtemps. Et maintenant qu'ils arrivaient, je voulais les entendre. Tous. « Maman, tu avais raison. Surtout, j'ai tout perdu. La maison, mon travail, Perrine. Et maintenant, je vais peut-être perdre Théo. » L'avocat me l'a dit. « Tu sais déjà ? » ?»« Oui, il m'a appelé il y a 3 jours. »« Et tu n'as pas appelé ? Tu n'as pas essayé de me joindre ? » ?»« Non, Roland, parce que ce n'était pas à moi de le faire. C'était à toi. » Il y a eu un long silence. « Tu as raison. Encore une fois, tu as raison. » J'ai entendu des sanglots. Mon fils pleurait. Et moi, assise à 8000 kilomètres de lui, je sentais mon cœur se déchirer. Parce que peu importe ce qu'il m'avait fait, peu importe la douleur qu'il m'avait infligée, il restait mon fils, mon petit garçon. Et une mère ne peut jamais vraiment arrêter d'aimer son enfant. « Roland, dis-moi tout. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Il a reniflé. Puis il a commencé à parler. Et pendant 1 heure, il m'a tout raconté. Comment les créanciers étaient venus. Comment ils avaient saisi la maison en plein jour, devant Théo qui pleurait en demandant pourquoi on emportait ses jouets. Comment Perrine l'avait regardé avec un mépris glacial et lui avait dit « Je ne te pardonnerai jamais ». Comment ils avaient dû aller vivre chez les parents de Perrine, dans cette grande maison du 16e où il ne s'était jamais senti à sa place, où les regards étaient froids, où les mots étaient acérés, où le père de Perrine lui avait dit un soir, devant tout le monde, « J'ai toujours su que tu n'étais pas à la hauteur de ma fille. » Et Perrine, ai-je demandé doucement. Elle a changé du jour au lendemain, maman. Dès qu'elle a su pour les dettes, c'était fini. Elle ne me regardait même plus. Elle dormait dans une autre chambre. Elle parlait de moi comme si je n'existais pas. Il a pris une longue inspiration. Et puis un matin, elle m'a tendu des papiers. Des papiers de divorce. Elle a dit qu'elle voulait la garde exclusive de Théo, que je n'étais pas stable, que je n'étais pas un bon père. Et toi, qu'est-ce que tu as dit ? Rien. Je n'ai rien dit. Parce qu'elle avait raison. J'ai tout gâché. Tout. J'ai senti ma poitrine se serrer. Roland, regarde-moi. Enfin, écoute-moi. Tu as fait des erreurs. Oui, de grosses erreurs. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon père. Mais laisse-moi finir. Tu as fait des choix stupides. Tu as menti. Tu as caché des choses. Mais tu l'as fait parce que tu avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de décevoir Perrine. Peur de ne pas être assez. Ma voix tremblait maintenant. Mais Roland, écoute-moi bien. Le problème, ce n'est pas que tu n'étais pas assez. Le problème, c'est que tu as essayé d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu as essayé de plaire à Perrine, de plaire à ses parents, de prouver que tu méritais cette vie. Et pour ça, tu t'es perdu. Il pleurait à nouveau. Je sais, maman, je sais. Et le pire, c'est que pour plaire à Perrine, j'ai sacrifié la seule personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement. Toi, ces mots,
ces mots que j'avais attendus pendant si longtemps. Je t'ai traité comme une étrangère, je t'ai laissé partir, je t'ai ignoré. Et quand j'ai eu besoin de toi, je t'ai appelé juste pour te demander de l'argent, comme si tu n'étais qu'un distributeur automatique. Il a pris une longue inspiration. Maman, je comprends si tu ne me pardonnes jamais, je comprends si tu ne veux plus jamais me parler, mais je voulais que tu saches que je regrette, du fond du cœur, et que tu avais raison. Raison sur quoi, Roland? Sur tout? Sur Perrine? Sur moi? Sur le fait que je devais récolter ce que j'avais semé. J'ai regardé la mer, les vagues qui se brisaient sur les rochers, le soleil qui montait dans le ciel. Et j'ai pensé à cette phrase que j'avais dite il y a 6 mois. Va récolter ce que tu as semé. À l'époque, je l'avais dit avec colère, avec douleur, avec ce besoin de le punir, de lui faire comprendre. Mais maintenant, en entendant sa voix brisée, je ne ressentais plus de colère, juste de la tristesse et de la compassion. Roland, je vais te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes vraiment. Je t'écoute, maman. Je ne suis pas contente de ce qui t'arrive. Je ne me réjouis pas de ta douleur. Je ne me dis pas « il a eu ce qu'il méritait », parce que je suis ta mère, et une mère ne se réjouit jamais de voir son enfant souffrir. Il a sangloté. Mais, ai-je continué, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne regrette pas d'avoir dit non, parce que si je t'avais donné cet argent, tu n'aurais rien appris. Tu aurais continué à mentir, à fuir, à te cacher. Tu as raison. Parfois, Roland, l'amour, ce n'est pas donner à l'autre ce qu'il veut. C'est lui donner ce dont il a besoin, même si ça fait mal, même si ça le met en colère. Il y a eu un long silence, puis il a demandé, d'une voix toute petite, « Maman, est-ce que tu peux me pardonner un jour ?» J'ai fermé les yeux. « Roland, je t'ai déjà pardonné. »« Quoi ?» ?»« Je t'ai pardonné le jour où j'ai raccroché après notre dispute, parce que j'ai compris que tu n'étais pas méchant. Tu étais juste perdu et effrayé. Mais alors, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Parce que te pardonner ne veut pas dire tout accepter, Roland. Te pardonner, c'était pour moi, pour ma paix intérieure. Mais mettre des limites, c'était pour toi, pour que tu apprennes, pour que tu grandisses. Il a pleuré longtemps. Et moi, je l'ai écouté pleurer, sans rien dire, juste là, présente, comme une mère. Puis, après un long moment, il a demandé « Maman, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu veux vraiment savoir? Oui, s'il te plaît. » J'ai pris une longue inspiration. D'abord, tu dois te battre pour Théo, pas contre Perrine, pour Théo. Tu dois prouver que tu es un bon père, pas avec de l'argent, pas avec une belle maison, mais avec de la présence, de l'amour, de la stabilité. Comment je fais ça? Tu trouves un travail, n'importe lequel. Tu loues un petit appartement, modeste, propre, où Théo pourra avoir sa chambre, et tu montres au juge que tu es capable de prendre soin de ton fils. Et si ce n'est pas suffisant, alors tu continues à te battre, tu continues à être présent, parce que Théo a besoin de toi, de son père, pas du Roland qui vivait dans une grande maison, le Roland vrai, celui qui a des défauts, qui fait des erreurs, mais qui aime son fils de tout son cœur. Il a reniflé. Et toi, maman, est-ce qu'on peut se voir? J'ai senti mon cœur se serrer. Un jour, Roland. Oui, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que tu as du travail à faire. Sur toi. Tu dois reconstruire ta vie, ton identité. Tu dois apprendre à être Roland Giroux. Pas le mari de Perrine, pas le gendre des Beaumont. Juste Roland. Mais j'ai besoin de toi, maman. Non, Roland, tu penses que tu as besoin de moi. Mais ce dont tu as vraiment besoin, c'est de toi-même. Il y a eu un long silence. Puis il a murmuré « Tu es devenue sage, maman. » J'ai souri à travers mes larmes. Non, mon chéri, je suis juste devenue fatiguée. Fatiguée de me perdre pour les autres. Et j'ai compris que je ne pouvais plus être la mère qui sauve tout le monde. Je devais être la mère qui se sauve elle-même d'abord. Je comprends. Et quand tu auras trouvé qui tu es vraiment, quand tu auras reconstruit ta vie, quand tu seras stable, alors tu m'appelleras et on se retrouvera. Différemment, avec respect, avec dignité, avec honnêteté. D'accord, maman, je te promets. Ne me promets rien, Roland. Montre-moi juste, avec des actes, pas avec des mots. On est resté en ligne encore quelques minutes, en silence. Mais c'était un silence différent, un silence apaisant, un silence qui disait « On va s'en sortir, chacun de notre côté, mais on va s'en sortir. » Maman, oui mon chéri, je t'aime. Je t'aime aussi, Roland. Je t'aimerai toujours. Merci d'être là. Je serai toujours là, Roland. Juste, pas de la même façon qu'avant. Je sais, et c'est bien comme ça. Il a raccroché. Et moi, je suis restée assise sur mon balcon, le téléphone contre mon oreille, à écouter la tonalité. Les jours suivants, j'ai beaucoup réfléchi. À Roland, à Théo, à Perrine, à tout ce qui s'était passé.
et j'ai compris quelque chose de profond, de libérateur. Je n'avais pas besoin de me venger, je n'avais pas besoin de punir Roland, je n'avais même pas besoin qu'il souffre pour comprendre, parce que la vie s'en était chargée, naturellement, sans que j'aie à lever le petit doigt. Perrine, qui avait tout fait pour m'éloigner de Roland, s'était elle-même éloignée de lui. Elle, qui avait exigé qu'il choisisse entre elle et moi, l'avait finalement abandonné. Elle, qui m'avait traité de passé médiocre, avait montré sa vraie nature, une femme qui aimait le statut, pas l'homme. Et Roland, qui avait tout sacrifié pour lui plaire, avait tout perdu, exactement comme je l'avais dit. Pas parce que j'avais refusé de l'aider, mais parce que ses choix avaient des conséquences. C'était ça, la justice, pas la vengeance, pas la punition. Juste les conséquences naturelles de nos actes. 2 semaines après notre conversation, j'ai pris une décision. Une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai pris ces 50 000 € que Roland m'avait demandé. Cet argent que j'avais gardé sur mon compte épargne. Et j'ai décidé de faire quelque chose avec. Quelque chose de juste, quelque chose de bon. Mais pas pour Roland, pour Théo. J'ai ouvert un compte bancaire au nom de Théo. Un compte bloqué jusqu'à ses 18 ans. Et j'y ai déposé les 50 000 € avec une lettre. Une lettre que Théo recevrait le jour de sa majorité. Mon Théo adoré, tu ne te souviens probablement pas de moi. Tu avais 6 ans la dernière fois que j'ai essayé de te voir. J'avais traversé le monde pour venir à ton anniversaire, avec un petit train en bois que j'avais fait graver pour toi. Je ne t'ai jamais donné ce train. Mais il est ici, chez moi, sur une étagère. Et chaque jour, je le regarde en pensant à toi. Je suis ta grand-mère, la maman de ton papa. Et même si nous n'avons pas pu nous voir pendant toutes ces années, sache que je t'ai aimé. Chaque jour, à chaque instant. Cet argent, c'est pour toi, pour tes études, pour tes rêves, pour ta vie. Utilise-le avec sagesse. Et si un jour, tu veux savoir qui j'étais, demande à ton papa. Il te racontera. Peut-être pas tout, mais l'essentiel. Je t'aime, mon cœur, et je t'aimerai toujours. Mamie Amandine. J'ai envoyé la lettre et les documents à un notaire à Paris, avec des instructions précises. Le jour de ses 18 ans, Théo recevrait tout. Et ça, c'était ma justice. Pas contre Roland, pas contre Perrine. Juste pour Théo, pour qu'il sache qu'il avait été aimé, pour qu'il ait une chance, pour qu'il puisse construire sa vie, libre des erreurs de ses parents. Ce soir-là, j'ai pris le petit train en bois. Je l'ai regardé longuement. Et puis, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. Parce que j'avais compris. J'avais compris que la vie n'a pas besoin de nous pour faire justice. Elle le fait toute seule, lentement, silencieusement, mais sûrement. Et moi, je n'avais plus besoin de me battre. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'avais juste besoin de vivre, de respirer, de regarder la mer tous les matins et de savoir que j'avais fait le bon choix. Parce que parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de gagner. C'est de savoir quand lâcher prise. 18 mois ont passé depuis cette conversation avec Roland. 18 mois pendant lesquels j'ai continué ma vie à La Réunion. Ma petite vie tranquille, simple. Loin du bruit, loin de la douleur. Je travaillais toujours à la librairie. J'avais mes habitudes, mes amis, mes promenades sur la plage. Le matin, je me réveillais avec le soleil. Le soir, je m'endormais avec le bruit des vagues. Et le petit train en bois était toujours là, sur son étagère, témoin silencieux de tout ce que j'avais traversé, de tout ce que j'avais appris. Roland m'envoyait des messages régulièrement, pas tous les jours, mais toutes les semaines, des messages simples. « Bonjour maman, j'ai trouvé un travail, comptable dans une PME. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Maman, j'ai loué un studio, petit mais propre. J'ai acheté un lit pour Théo pour quand il viendra. Maman, j'ai eu une audience avec le juge. Perrine refuse toujours que je voie Théo plus d'un week-end par mois, mais je ne lâche rien. Je lisais chaque message, et je répondais toujours, brièvement, calmement. Je suis fière de toi, mon chéri. Continue. Un pas à la fois, Roland. Un pas à la fois. Théo a de la chance de t'avoir. Ne l'oublie jamais. Mais je n'ai pas pris l'avion pour aller le voir. Pas encore. Parce que Roland devait se reconstruire seul. Il devait apprendre à se tenir debout sans personne pour le soutenir. Et moi, je devais apprendre à être une mère différemment. Une mère qui encourage de loin, qui aime sans étouffer, qui guide sans imposer. Un jour, en mars, j'ai reçu un appel, d'un numéro que je ne connaissais pas. « Allô, Madame Giroux? Amandine Giroux? Oui, c'est moi. Bonjour madame, je m'appelle Sophie Marchand. Je suis assistante sociale au tribunal de grande instance de Paris. J'appelle au sujet de votre petit-fils, Théo Giroux. » Mon cœur s'est arrêté. Il va bien? Il s'est passé quelque chose? Il va bien physiquement, madame. Mais nous avons été saisis par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce entre monsieur Roland Giroux et madame Perrine Beaumont. Et votre nom a été mentionné à plusieurs reprises. Mon nom? Oui, par votre fils.
Il nous a expliqué que vous étiez une grand-mère très présente avant les difficultés familiales, et il souhaiterait que vous puissiez avoir un droit de visite avec Théo. J'ai senti mes jambes trembler. Un droit de visite avec Théo. Et qu'est-ce que dit Madame Beaumont? Il y a eu un silence. Madame Beaumont s'y oppose formellement. Elle estime que vous avez abandonné votre fils dans un moment difficile, qu'il y a eu rupture du lien familial, et qu'il n'est pas dans l'intérêt de Théo de vous rencontrer maintenant. J'ai fermé les yeux. Abandonner mon fils. C'était donc ça, la version de Perrine. C'était moi, la méchante. Moi qui avais tourné le dos à Roland. Pas elle qui m'avait chassé. Pas elle qui m'avait humilié. Moi. Madame Giroux? Oui, je suis là. Je vous appelle parce que le juge souhaite entendre votre version des faits. Si vous acceptez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. J'accepte. Très bien. Je vais vous envoyer les documents par mail. Il faudra que vous veniez témoigner à Paris dans 6 semaines. Je serai là. 6 semaines. 6 semaines pour préparer ce que j'allais dire. 6 semaines pour revivre toute cette histoire. 6 semaines avant de revoir peut-être Roland. Et peut-être Perrine. Le soir même, Roland m'a appelé. Maman, tu as eu l'assistante sociale? Oui, Roland. Et tu vas venir? Oui. Merci, maman. Merci. Je sais que ce n'est pas facile, mais... Roland, arrête de me remercier. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour Théo. Je sais, mais quand même, merci. Il y a eu un silence. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Sur Perrine. Quoi? Elle ne va pas bien. Pas bien du tout. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Roland a pris une longue inspiration. Après le divorce, elle est retournée vivre chez ses parents, avec Théo. Elle pensait que tout irait bien, qu'elle retrouverait sa vie d'avant. Mais il s'est tu. Mais quoi, Roland? Mais ses parents, ils ont commencé à lui reprocher l'échec du mariage. Son père lui a dit qu'elle avait fait un mauvais choix en m'épousant. Que tout ça, c'était de sa faute. Que maintenant, elle était une divorcée avec un enfant. Que sa réputation était ternie. J'ai serré le téléphone plus fort. Continue. Et puis son père a eu un accident vasculaire cérébral il y a 6 mois. Il est partiellement paralysé maintenant. Et sa mère ne supporte pas. Elle est devenue aigrie, dépressive. Elle reproche tout à Perrine. Elle dit que c'est le stress du divorce qui a provoqué l'AVC de son mari. Oh mon Dieu. Perrine s'occupe de tout maintenant. De ses parents, de Théo, de la maison. Et elle s'effondre, maman. Je la vois lors des échanges pour Théo. Elle a maigri. Elle a des cernes énormes. Elle ne me regarde même plus. Elle est vide. J'ai regardé par la fenêtre, la mer, le ciel, les oiseaux. Et j'ai pensé à cette phrase que j'avais entendue un jour. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Perrine avait tout fait pour me séparer de mon fils. Elle m'avait humiliée, rejetée, chassée. Elle m'avait traité de passé médiocre. Elle m'avait menacé de m'empêcher de voir Théo. Et maintenant, elle était seule, prisonnière de la vie qu'elle avait construite, prisonnière de cette famille qui la jugeait, prisonnière de ce besoin de paraître parfaite. Je n'ai pas ressenti de joie, je n'ai pas ressenti de satisfaction, juste de la tristesse. Une tristesse profonde pour cette femme qui avait tout sacrifié pour l'apparence et qui se retrouvait avec rien. Maman, tu es toujours là? Oui, Roland, je suis là. Tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise, mon chéri? Que je suis contente? Je ne le suis pas. Que je me réjouis de sa souffrance? Jamais. Perrine m'a fait du mal, beaucoup de mal, mais je ne souhaite de mal à personne. Tu es meilleure que moi, maman, parce que moi, parfois, je me dis qu'elle a ce qu'elle mérite. Non, Roland, personne ne mérite de souffrir, même ceux qui nous ont fait souffrir. Il y a eu un long silence. Maman, est-ce que tu pourrais parler à Perrine? Lui dire que tu ne lui en veux pas? Que... Non, Roland. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon rôle. Perrine doit faire son propre chemin. Comme toi, comme moi. On ne peut pas sauver tout le monde. On peut juste être là quand les gens sont prêts à se sauver eux-mêmes. 6 semaines plus tard, j'ai pris l'avion pour Paris. J'avais le cœur lourd, les mains tremblantes, mais j'étais déterminée. L'audience avait lieu un mardi matin, dans un grand bâtiment gris du 15e arrondissement. Je suis arrivée en avance. J'ai attendu dans le couloir, assise sur un banc en bois. Et puis, je l'ai vu. Roland, mon fils. Il marchait vers moi, maigre, les traits tirés, mais droits, avec une dignité que je ne lui avais jamais vue. Quand il m'a aperçu, il s'est arrêté. Nos regards se sont croisés. Et là, sans un mot, il a marché vers moi, et il m'a serré dans ses bras, fort, si fort que j'ai cru qu'il ne me lâcherait jamais. Merci d'être venu, maman. Je serai toujours là, Roland, toujours. On s'est assis côte à côte, en silence, comme quand il était petit et qu'on attendait le train dans la gare. Puis la porte de la salle d'audience s'est ouverte, et elle est apparue. Perrine. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite, cette femme élégante,
froide, impeccable, n'existait plus. Devant moi se tenait une femme épuisée, les cheveux tirés en arrière, le visage pâle, les yeux cernés. Elle portait un tailleur gris qui semblait trop grand pour elle. Nos regards se sont croisés, juste une seconde, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la peur, de la solitude, du regret. Elle a détourné les yeux la première, et elle est entrée dans la salle d'audience. Pendant 2 heures, j'ai écouté. J'ai écouté l'avocat de Perrine expliquer que j'étais une grand-mère absente, que j'avais refusé d'aider Roland dans un moment critique, que je n'avais pas vu Théo depuis plus de 2 ans, que je vivais à 8000 kilomètres, que je n'étais pas une figure stable dans la vie de l'enfant. Puis est venu mon tour de parler. Je me suis levée. J'ai regardé le juge, une femme d'une 60aine d'années, le regard doux mais ferme. « Madame Giroux, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas vu votre petit-fils depuis plus de 2 ans ?» J'ai pris une longue inspiration. « Parce qu'on m'en a empêché, madame la juge. »« Qui vous en a empêché ?»« Madame Beaumont. » Il y a eu un murmure dans la salle. L'avocat de Perrine s'est levé. « Objection, madame la juge. Ma cliente n'a jamais... » « Laissez madame Giroux s'exprimer, » a coupé la juge. Je me suis tournée vers Perrine. Elle ne me regardait pas. Elle fixait la table devant elle. Il y a 2 ans, je suis venue de La Réunion pour l'anniversaire de Théo. J'avais pris 12 heures d'avion. J'avais acheté un cadeau. J'étais heureuse de retrouver mon petit-fils. Mais quand je suis arrivée, madame Beaumont m'a crié dessus devant tous les invités. Elle a dit « Ou elle sort, ou c'est moi qui sors. » Et mon fils m'a demandé de partir. Ma voix tremblait maintenant. Je suis repartie. J'ai repris l'avion, et je ne l'ai jamais revu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'on ne me l'a jamais permis. Et pourquoi madame Beaumont vous a-t-elle demandé de partir, selon vous? Parce qu'elle ne m'a jamais accepté. Parce que je représentais le passé de mon fils. Un passé qu'elle voulait effacer. L'avocat de Perrine s'est levé à nouveau. Madame la juge, ma cliente ne peut pas répondre à ces accusations sans... Je peux répondre. Tout le monde s'est tu. Perrine venait de parler, d'une voix basse, éteinte. Elle s'est levée lentement. Et elle a regardé le juge. Madame Giroux dit la vérité. Je l'ai chassée ce jour-là. Et je l'ai fait parce que j'avais peur. Peur de quoi, madame Beaumont? Peur qu'elle prenne ma place. Peur que Roland l'aime plus que moi. Peur que Théo l'aime plus que moi. Sa voix s'est brisée. J'ai passé ma vie à vouloir être parfaite, à vouloir tout contrôler. Et madame Giroux, elle représentait tout ce que je n'étais pas. Elle était simple, vraie, aimante, sans condition. Et ça me terrifiait. Il y a eu un long silence dans la salle. Perrine a regardé dans ma direction, pour la première fois depuis des années. « Je suis désolée, Amandine, pour tout. Vous ne méritez pas ce que je vous ai fait. » Mon cœur s'est serré. Je n'ai rien dit, mais j'ai hoché la tête. Doucement, la juge a pris la parole. « Bien, je vais rendre ma décision dans 15 jours. Mais je tiens à dire une chose. Un enfant a besoin d'amour, de tous les côtés, de ses parents, de ses grands-parents, de sa famille. Et priver un enfant de l'amour de sa grand-mère par orgueil ou par peur, c'est une erreur grave. » Elle a regardé Perrine. « Madame Beaumont, je vous encourage fortement à réfléchir à ce qui est vraiment dans l'intérêt de votre fils, et pas dans le vôtre. » Après l'audience, je suis sortie du tribunal. Il faisait froid. Le ciel était gris. Roland m'attendait dehors. « Maman, ça va aller, mon chéri, ça va aller. » Et puis, à quelques mètres de nous, j'ai vu Perrine. Elle était seule, debout, sous la pluie fine, sans parapluie, les bras croisés contre elle. Roland a suivi mon regard. « Tu veux que j'aille lui parler ?»« Non, Roland. Laisse-la, elle a besoin d'être seule. Mais elle récolte ce qu'elle a semé, comme nous tous. Mais elle va s'en sortir, à sa façon, avec le temps. » On a marché en silence jusqu'à un café. On s'est assis. Et pour la première fois depuis des années, on a parlé. Vraiment parlé. De tout, de rien, de la vie, de Théo, de nous. Et pendant que je l'écoutais parler de ses projets, de ses espoirs, de son combat pour être un bon père, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que la vie ne punit pas. Elle enseigne. Perrine n'avait pas été punie pour sa cruauté. Elle avait juste découvert que l'orgueil isole, que le contrôle étouffe, que la perfection n'existe pas. Roland n'avait pas été puni pour m'avoir abandonné. Il avait juste appris qu'on ne peut pas construire sa vie sur des mensonges, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, que parfois, perdre tout est le seul moyen de se retrouver. Et moi, j'avais appris que dire non, ce n'est pas trahir, que mettre des limites, ce n'est pas abandonner, que s'aimer soi-même, c'est la première forme de courage. 15 jours plus tard, j'ai reçu la décision du juge. Roland avait obtenu la garde partagée, 1 semaine sur 2. Et moi, j'avais obtenu un droit de visite, un week-end par mois, quand je serais en France. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas ce que j'avais rêvé, mais c'était un début. Et parfois, un début, c'est tout ce dont on a besoin. 3
3 mois après la décision du juge, j'ai repris l'avion pour Paris. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne portais pas le poids de l'incertitude. Je ne me demandais pas si on allait me chasser. Je savais où j'allais, et je savais que j'étais attendue. Dans ma valise, enveloppée avec soin dans du papier bleu, sa couleur préférée, enfin, j'espérais qu'elle l'était toujours, j'avais mis le petit train en bois, celui que j'avais gardé pendant presque 3 ans, celui qui avait été le témoin silencieux de toute ma transformation. Pour Théo, de la part de mamie Amandine. Roland devait venir me chercher à l'aéroport avec Théo. C'était la première fois que j'allais le revoir. Mon petit-fils, qui n'était plus si petit. Il avait 8 ans maintenant. 8 ans. J'avais raté 3 anniversaires, 3 Noëls, 3 années de sa vie. Mais je refusais de me laisser submerger par le regret, parce que je savais maintenant que le passé ne peut pas être changé. On peut juste faire mieux avec le temps qu'il nous reste. Quand je suis sortie de l'aéroport, mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'ai cherché Roland des yeux, et puis je l'ai vu. Il se tenait près d'une voiture, plus mince qu'avant, mais plus fort aussi, d'une certaine façon. Il portait un jean et un pull simple, plus de costume, plus de cette élégance forcée. Juste Roland. Et à côté de lui, tenant sa main, il y avait un petit garçon aux cheveux châtains, aux grands yeux noisettes, aux traits fins, Théo. Mon cœur s'est arrêté. J'ai marché vers eux lentement, comme si j'avais peur que l'image disparaisse si j'allais trop vite. Roland m'a vu le premier. Il a souri, un vrai sourire, lumineux. « Maman, bonjour mon chéri. » On s'est embrassés, fort, longtemps. Puis il s'est baissé vers Théo. « Théo, je te présente quelqu'un de très important. C'est mamie Amandine, la maman de papa. » Théo m'a regardé, avec ses yeux immenses, curieux, mais aussi timides. « Bonjour, » a-t-il dit doucement. « Bonjour Théo. » Ma voix tremblait. J'ai mis un genou à terre pour être à sa hauteur. « Tu sais qui je suis ?» Il a hoché la tête. « Papa m'a dit que tu es sa maman, et que tu habites très loin, sur une île avec la mer. » J'ai souri à travers mes larmes. « C'est vrai, j'habite à La Réunion. C'est très loin. Mais tu sais quoi? Même de très loin, je pensais à toi tous les jours. Tous les jours, tous les jours, sans exception. » Il m'a regardé avec intensité, comme s'il essayait de voir si je disais la vérité. Puis il a demandé, d'une petite voix, « Pourquoi tu n'es pas venu me voir avant ?» Mon cœur s'est serré. J'ai regardé Roland. Il a hoché la tête doucement. « Dis-lui la vérité. » Parce que parfois, dans les familles, les grandes personnes se disputent. Et quand ça arrive, les enfants en souffrent, même si ce n'est pas leur faute. Je voulais venir te voir, Théo. Tellement fort. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Mais maintenant, tu peux? Oui. Maintenant, je peux. Et je suis tellement heureuse d'être là, avec toi. Il a réfléchi un instant. Puis il a dit, « Papa m'a dit que tu as un cadeau pour moi. » Roland a souri, gêné. « Théo, on ne demande pas. »« Non, c'est bon ?» ai-je dit en riant. « Oui, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau que je t'ai acheté il y a très longtemps, pour tes 6 ans, et que j'ai gardé depuis, parce que je savais qu'un jour, je pourrais te le donner. » J'ai ouvert ma valise. J'ai sorti le paquet enveloppé de papier bleu, un peu froissé maintenant, un peu abîmé par le temps, mais intact. « Tiens, mon cœur, c'est pour toi. » Théo a pris le paquet avec précaution. Il l'a regardé, a touché le papier. Puis il a commencé à le déballer, doucement, comme s'il voulait faire durer le moment. Et quand il a vu le petit train en bois, ses yeux se sont illuminés. « Un train! Regarde, papa, c'est un vrai train en bois. Il est magnifique !» a dit Roland d'une voix émue. Théo a retourné le train dans ses mains, et il a vu la gravure, pour Théo, de la part de mamie Amandine. Il a lu lentement, puis il a levé les yeux vers moi. « C'est mon nom, et ton nom. Oui, mon cœur, c'est pour que tu te souviennes toujours que ta mamie t'aime, même quand elle est loin. » Et là, sans prévenir, Théo s'est jeté dans mes bras, fort, comme seuls les enfants savent le faire, sans retenue, sans calcul, juste, avec le cœur. J'ai refermé mes bras autour de lui, j'ai respiré l'odeur de ses cheveux, j'ai senti son petit cœur battre contre le mien, et j'ai pleuré, silencieusement, parce que c'était le moment que j'attendais depuis 3 ans. Le moment où je pouvais enfin serrer mon petit-fils dans mes bras. On est resté comme ça pendant longtemps. Roland nous regardait, les yeux brillants. Les passants nous contournaient avec des sourires attendris. Et moi, je ne voulais plus lâcher ce petit garçon. Plus jamais. Ce week-end-là, on a fait plein de choses. On est allé au jardin du Luxembourg, comme je le faisais avec Roland quand il était petit. Théo a couru entre les arbres. Il a ramassé des feuilles, des marrons, des trésors, comme disait son père autrefois. On a mangé des crêpes à la terrasse d'un café. On a ri, on a parlé, on a joué. Et petit à petit, Théo s'est ouvert. Le soir, dans le petit appartement de Roland, Théo m'a montré sa chambre, modeste, mais décorée avec amour. Des dessins au mur, des livres,
des jouets, et sur une étagère, bien en évidence, le petit train en bois. Je l'ai mis là pour le voir tous les jours, a dit Théo fièrement. C'est parfait, mon cœur. Comme ça, tu te souviendras toujours de mamie. Mais je veux pas juste me souvenir, je veux te voir pour de vrai. Mon cœur s'est gonflé. Tu me verras, Théo, promis, je viendrai te voir souvent. Et quand tu seras plus grand, tu pourras venir me voir à la Réunion. Tu verras la mer, les poissons, les oiseaux, c'est magnifique. Et on pourra se baigner? Bien sûr, on fera tout ce que tu voudras. Ce soir-là, après avoir couché Théo, Roland et moi sommes restés dans le salon. On a bu du thé, en silence, un silence confortable. Maman, merci. De quoi, mon chéri? De ne pas avoir abandonné, de ne pas m'avoir laissé tomber, malgré tout ce que j'ai fait. Roland, tu es mon fils, je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Mais je ne te sauverai plus de toi-même. Tu comprends la différence? Il a hoché la tête. Oui, maintenant, je comprends. Et Perrine, comment elle va? Roland a soupiré. Elle va mieux, lentement. Elle a commencé une thérapie. Elle s'occupe de ses parents. C'est dur pour elle. Mais elle apprend, comme nous tous. Et avec Théo, elle est plus douce, plus présente. Elle a compris que vouloir tout contrôler, c'est tout perdre. Alors elle lâche prise, petit à petit. C'est bien, c'est vraiment bien. Il y a eu un long silence. Maman, est-ce que tu lui en veux encore? J'ai réfléchi, longuement. Non, Roland, je ne lui en veux plus, parce que j'ai compris que Perrine aussi souffrait, à sa façon. Elle avait ses propres blessures, ses propres peurs, et elle les a projetées sur moi. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus de colère, juste de la compassion. Tu es une grande femme, maman. Non, mon chéri, je suis juste une femme qui a beaucoup souffert et qui a choisi de transformer cette souffrance en sagesse plutôt qu'en amertume. Le dimanche soir, j'ai dû repartir. Théo pleurait en m'embrassant. « Je veux pas que tu partes, mamie. Je sais, mon cœur. Moi non plus. Je ne veux pas partir, mais je reviendrai. Dans un mois. Et ensuite, encore dans un mois. Et petit à petit, on va construire plein de souvenirs ensemble. D'accord? Promis? Promis. » Dans l'avion du retour, j'ai regardé par le hublot, les nuages, le ciel, l'immensité, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru, toutes ces épreuves, toutes ces douleurs, toutes ces leçons. Il y a 3 ans, j'étais une femme brisée, humiliée, rejetée, perdue. Je me demandais si j'avais de la valeur, si j'étais digne d'être aimée, si j'avais encore ma place dans ce monde. Aujourd'hui, je suis une femme libre, pas parfaite, pas sans cicatrices, mais entière. J'ai appris que dire non, ce n'est pas trahir, que mettre des limites, c'est se respecter, que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour, que parfois, lâcher prise, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner. J'ai appris que la vie ne nous punit pas, elle nous enseigne, qu'elle rend naturellement ce qu'on lui donne, que le karma n'est pas une vengeance divine, c'est juste les conséquences de nos choix. Et j'ai appris qu'on peut perdre tout ce qu'on aime et se retrouver quand même, qu'on peut traverser l'enfer et en ressortir plus forte, qu'on peut pardonner sans oublier et aimer sans se perdre. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je ne regrette rien, ni la douleur, ni l'humiliation, ni les larmes, parce que tout ça m'a amené ici, à cet endroit où je peux enfin respirer, où je peux enfin être moi-même, où je peux enfin aimer sans m'effacer. Si vous m'aviez dit, il y a 3 ans que je serais heureuse aujourd'hui, je ne vous aurais pas cru. Si vous m'aviez dit que Roland reviendrait vers moi, que Théo me serrerait dans ses bras, que je retrouverais ma dignité, je vous aurais ri au nez. Mais la vie nous surprend toujours. Elle nous brise parfois, mais elle nous reconstruit aussi. Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude, je suis fière de la femme que je suis devenue. Fière d'avoir tenu bon, fière d'avoir dit non quand il le fallait, fière d'avoir choisi ma dignité plutôt que la facilité. Alors, si vous êtes en train de m'écouter et que vous traversez une épreuve similaire, si vous avez l'impression qu'on vous efface, qu'on vous oublie, qu'on vous rejette, si vous vous demandez si vous avez encore de la valeur, écoutez-moi bien. Vous avez de la valeur, vous méritez le respect, vous méritez l'amour, mais pas à n'importe quel prix, pas en vous sacrifiant, pas en disparaissant. Parfois, aimer quelqu'un, c'est savoir dire non, c'est mettre des limites, c'est se choisir. Et oui, ça fait mal. Oui, on se sent coupable. Oui, on a peur de perdre ceux qu'on aime. Mais vous savez quoi? Si vous les perdez en vous respectant, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment à vous. Et ceux qui vous aiment vraiment reviendront. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas comme vous l'imaginiez, mais ils reviendront, avec respect, avec dignité, avec amour véritable. Aujourd'hui, je vis à La Réunion, loin de Paris, loin de mes souvenirs douloureux. Je travaille dans ma librairie, je lis, je marche sur la plage. Je vis simplement, mais je vis pleinement. Et une fois par mois, je prends l'avion pour voir Roland, pour voir Théo,
pour construire avec eux une relation nouvelle, basée sur la vérité, sur le respect, sur l'amour sans condition, mais avec dignité. Et parfois, quand je regarde le petit train en bois vide sur mon étagère, car j'en ai acheté un deuxième, identique pour moi, je me dis, ce train, c'est ma vie. Il a voyagé, il a attendu, il a été blessé par le temps, mais il est arrivé à destination, exactement où il devait arriver. Alors, si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans mes douleurs, mes doutes, mes peurs, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que vous méritez mieux, sachez que dire non, ce n'est pas abandonner, c'est se sauver. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le croyez. À très bientôt.